Bonjour à toutes et à tous. Je laisse les derniers qui veulent s'asseoir. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter ce panel relatif au réseau agroalimentaire rentable pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Alors, nous savons tous que la mondialisation a imposé que les systèmes agricoles abandonnent les modèles traditionnels à faible productivité pour des modèles modernes hautement productifs. La tentation pourrait donc être de préconiser, pour répondre à la problématique de sécurité alimentaire en Afrique et à l'insuffisance rentabilité de la filière, de développer en priorité des modèles d'agriculture extensive. Cette solution présente bien entendu plusieurs avantages, mais montre néanmoins ses limites, notamment une faible durabilité et un impact local limité. Les raisons ? La solution ne prend pas suffisamment en compte les populations et le tissu productif très éclaté. Elle augmente par ailleurs la dépendance vis-à-vis des grands exploitants étrangers. Nous devrons donc répondre dans ce panel à la problématique suivante: comment allier exigences de rendement et tissus productifs fragmentés, autrement dit, quel réseau agroalimentaire rentable pour renforcer la sécurité alimentaire? Pour cela, avec nous dans ce panel, en plus du ministre de l'Agriculture que je prendrai le temps de présenter par la suite, 3 autres panélistes qui, de par leur parcours respectif, ont expérimenté différentes solutions pour allier rentabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire, développement local et amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Ces expériences ont bien sûr en commun de reposer sur le développement de véritables réseaux agroalimentaires locaux. Alors, nous avons avec nous Martine Normand. Martine a eu une carrière internationale, notamment chez Xerox, puis elle a eu un virage à 180 degrés pour se consacrer désormais à son rôle de vice-présidente du conseil d'administration de SACO, qui est une ONG canadienne qui offre des services d'accompagnement et de conseil aux entreprises, notamment les PME, dans différents secteurs, dont l'agriculture et l'agroalimentaire. À ses côtés, Carole Robert, qui a une expérience de l'innovation et du commerce international. Elle se consacre depuis 2006 en tant que présidente de Farm African au développement d'un écosystème d'affaires original en RDC sur le secteur des plantes à valeur ajoutée, qui sont fondées sur 3 grosses entités, une ONG, la Fondation BDA, une société à but lucratif, Farm African, et un regroupement de grands acheteurs qui est le Botanical Alliance for Sustainable Supply. Moussa Seck, qu'on ne présente plus. Moussa, on le considère un petit peu moins personnellement, je le considère comme l'agriculteur iconoclaste. Moussa est agronome de formation, il est expert en matière d'agronomie et de planification agricole. Il est fortement intervenu dans la conception de la politique agricole sénégalaise, le Sénégal agricole, et il est lui-même président d'une ferme biologique de grande taille, 5000 hectares il me semble, et hautement mécanisée. Il préside le PANAC, le Pan African Agriculture and Agribusiness Consortium. C'est une plateforme destinée à rassembler et mobiliser le secteur privé présent sur les différents maillons de la chaîne de valeur agroalimentaire. Alors, last but not least, son Excellence le docteur Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture du Sénégal, que certains ont fait plus de 300 km pour venir le voir, m'a-t-on dit. C'est le spécialiste en politique et stratégie agricole. Tenez-vous bien, il est membre titulaire de l'Académie des sciences du Sénégal, membre titulaire de l'Académie africaine des sciences et membre titulaire de l'Académie mondiale des sciences, section sciences agricoles. Il a le grade de directeur de recherche et avant d'être nommé ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le docteur Seck a occupé le poste de directeur général d'Africa Rice, qui est l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole au monde. Dr Papaye Abdoulaye Seck a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole de France pour des services marquants rendus à l'agriculture. Il est co-lauréat des prix T.W. Schultz en 2012 pour la meilleure communication lors de la 28e conférence internationale des agroéconomistes, médaille d'honneur du CORAF, chevalier de la Légion d'honneur de France pour son engagement professionnel dans la recherche agricole. Il a reçu en sa qualité de directeur général d'Africa Rice le prix des Nations Unies pour la coopération sud-sud. Il est chevalier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre du Mérite Sénégal, certificat de reconnaissance du Forum africain de la recherche agricole, co-auteur de plus de 100 écritures. On peut l'applaudir. Merci bien, merci bien.
Alors, on va planter le décor, on va poser la problématique de sécurité alimentaire versus rendement. Et pour ça, je voudrais adresser ma première question à Moussa Seck. Moussa, vous parlez souvent de la sécurité alimentaire comme d'une conditionnalité et non d'une simple priorité. Quelle est, Moussa, votre vision des enjeux de la sécurité alimentaire pour le développement économique, notamment des pays d'Afrique francophone? Merci, Mohsin. Je pense que votre question est pertinente parce que justement, il y a un problème. La question alimentaire en Afrique est devenue chronique, voire aiguë. Sur 1 milliard d'habitants, nous produisons que 500 millions de tonnes. Et il faut 1 tonne par personne et par an. Donc il y a 500 millions de tonnes à rattraper. C'est très sérieux. Et c'est la raison pour laquelle, à travers les budgets que nous allouons dans les assemblées nationales, nous avons souvent tous les secteurs qui passent avant l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que l'agriculture doit passer au-delà de la priorité. Ça ne doit plus être une priorité, mais une conditionnalité sans laquelle rien ne peut se passer. Voilà donc la perception que nous devons avoir de l'agriculture. Si aujourd'hui, dans certains pays, nous n'avons pas encore réglé la question alimentaire depuis 1960, c'est parce que peut-être nous n'avons pas encore compris vraiment le rôle que l'agriculture peut jouer dans une économie nationale. Alors, je vais vous choquer peut-être. L'agriculture n'a pas été le premier système à nourrir l'homme. C'était la cueillette, la chasse et la pêche. Quand l'homme, ce jour-là, a produit et mis dans les greniers, donc assuré sa nourriture, il se posa 2 questions. La première question, c'est que vais-je faire avec le surplus de temps que j'ai devant moi? Parce que j'ai passé toute la journée à aller cueillir. La deuxième, c'est que vais-je faire avec le surplus de bras que j'ai devant moi? Parce que j'utilisais toute ma famille pour aller chercher à manger. Donc, le rôle principal de l'agriculture, premier, c'est de libérer des temps pour faire autre chose et de libérer des bras pour travailler dans d'autres secteurs. Maintenant, si nous avons cette perception, on doit se dire que la première chose à faire dans une économie, dans un pays, c'est de régler la question alimentaire. En Afrique, certains pays l'ont fait. L'Égypte a réglé la question alimentaire parce que c'était crucial, c'était fondamental. Et c'était la décision d'un seul homme, c'était Gamal Abdel Nasser. Le Maroc l'a fait aussi, parce que c'était la décision d'un seul homme, c'était le roi Hassan II, qui voulait irriguer 1 million d'hectares, et finalement il en a irrigué 1,5 million d'hectares. Mais aussi, ce qui est important à se rappeler, il y a 15 ans environ, l'Éthiopie était en famine. C'était des milliers de morts que sous nos yeux dans les télévisions. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie a rattrapé son retard, et aujourd'hui c'est la 3e grande nation agricole du continent. Je comprends que la sécurité alimentaire, c'est avant tout un enjeu de développement. C'est un enjeu de développement. C'est-à-dire que le jour où la Chine a mangé, parce que savez-vous que pour dire bonjour en chinois, c'est est-ce que vous avez mangé? Oui. Alors, le jour où la Chine a mangé, le lendemain, ils ont envoyé 500 millions de Chinois dans le marché du travail. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 70% de votre population dans l'agriculture. C'est cher à payer. Nous n'avons besoin que de 10% dans l'agriculture et le reste étalé le long des chaînes de valeur. Donc, l'agriculture, ce n'est plus l'exploitation agricole. C'est un ensemble de chaînes de valeur, c'est un ensemble de segments. Et chaque segment, si seulement on oublie un segment, tout s'arrête. Alors, pourquoi aujourd'hui dans nos pays, chaque année, on ne considère que l'exploitation agricole en distribuer des engrais, etc., etc. Non. Si nous devons financer l'agriculture, on doit financer les machines, on doit financer les engrais, on doit financer les semences, on doit financer le transport, on doit financer même les banques à les installer, etc., etc. Donc c'est tout cela l'agriculture. Alors c'est la raison pour laquelle la solution fondamentale, c'est de revenir sur les principes de gouvernance alimentaire. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que nous n'avons pas une gouvernance alimentaire qui organise les choses, qui dise que voilà comment nous devons faire les choses, voilà comment nous devons atteindre les rendements, etc., etc., pour que cette famine n'arrive jamais encore plus dans ce pays. Deuxièmement, la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ce n'est pas notre capacité à stocker dans les greniers. Notre sécurité alimentaire, c'est notre capacité à produire à tout moment. Et même à créer des greniers virtuels. Ça veut dire que quand, par exemple, vous avez vos machines, vous avez vos ressources humaines, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous allez pouvoir produire les quantités de pommes de terre dont vous avez besoin. Enfin, la paix alimentaire. La paix alimentaire, afin que la question alimentaire ne soit plus une question du tout. Merci Moussa. Alors, Carole, nous avons évoqué la sécurité alimentaire.
mais l'agriculture recouvre aussi d'autres enjeux. Vous avez vous-même développé un modèle positionné sur l'agribusiness des plantes dites à valeur ajoutée. Et donc, quels sont selon vous les obstacles au développement des filières agricoles à forte valeur ajoutée en Afrique, puisque c'est un enjeu essentiel aussi pour l'agriculture et l'agrobusiness? Alors, la réponse est très simple. C'est un enjeu de contrôle de qualité. Et ce contrôle de qualité, il doit se trouver à toutes les étapes de cette chaîne de valeur, à partir de la traçabilité des semences jusqu'à la consommation, la transformation, le transport et ainsi de suite. Et donc, cet enjeu de contrôle de qualité, c'est un enjeu majeur au niveau de la capacité de production elle-même, mais aussi pour la transformation. Et ça amène quelque chose de fabuleux puisqu'on est capable d'imaginer l'industrialisation de contrôle de qualité sur la chaîne des valeurs pour que cette industrialisation se fasse ici, sur les marchés locaux et non plus simplement rester dépendant d'importations externes. Donc, ce contrôle de qualité, il est majeur. J'ai envie de vous donner un exemple qui est un petit peu en dehors de mon propre secteur, mais qui illustre la chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le plus grand pays exportateur de bananes, c'est l'Islande, complètement en haut. Et c'est ahurissant, mais c'est ça. Et parce qu'ils ont utilisé leurs ressources naturelles avec les geysers pour alimenter à très peu de coûts d'énergie des serres qui produisent les bananiers et les bananes. Mais surtout, ils ont mis en place un système pour couper la queue des bananes exactement au même endroit, à la même moment. Ce qui fait que les queues trop longues qui ne sont pas permises dans la chaîne parce qu'ils ne vont pas briser les autres bananes, les queues trop courtes ne vont pas défaire. Et donc, je vous donne un exemple très simple au niveau du contrôle de qualité. Ce contrôle de qualité, il est à la base de la productivité, de la transformation, de la capacité de transformer une économie. Donc, c'est un enjeu majeur. Merci, merci Carole. Monsieur le ministre, Moussa nous parle de sécurité alimentaire, Carole nous parle de contrôle qualité. Est-ce que c'est pas une problématique de riche, le contrôle qualité, par rapport à la sécurité alimentaire? Est-ce qu'on n'est pas aux extrêmes opposés? Et de manière plus générale, qu'est-ce que vous inspirent ces deux propos? Merci, monsieur le modérateur, distingués participants. En ce qui me concerne, je voudrais partir d'une évidence. Les effets non attendus et non désirés des politiques agricoles l'emportent souvent sur des effets désirés et attendus. Cela signifie de façon explicite qu'il y a nécessité, mais aussi urgence, de revisiter la philosophie et les principes de base qui sous-tendent la construction d'une agriculture productive et durable. Cela veut dire, en termes explicites, que nous devons penser autrement et mieux pour transformer l'agriculture du monde. Bien sûr. Alors, pour transformer l'agriculture du monde, j'ai quelques convictions. Je suis tenté de dire quelques convictions fortes. De mon point de vue, il n'est pas possible de construire une agriculture productive, diversifiée et durable sans une recherche agricole forte. Parce que sans une recherche agricole forte, on aura tout, sauf l'intrant stratégique qu'il faut pour augmenter la productivité, pour améliorer la qualité, pour gérer de façon optimale les ressources naturelles et aussi pour étaler la production. Parce que l'enjeu, ce n'est pas d'augmenter la production. L'augmentation de la production n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour régler les problèmes de consommation. Donc, il faut qu'on s'écarte du productivisme et qu'on comprenne que pour nourrir le monde, il faut non seulement augmenter la production, mais il faut l'étaler dans le temps et dans l'espace. Parce que c'est précisément cela qui va permettre d'assurer une modulation entre rythme de production et rythme de commercialisation. C'est quelque chose de fondamental. Donc, on doit s'exclure des approches productivistes et opter pour un pilotage de l'agriculture par l'aval.
il est beaucoup question ici de compétitivité. Pour que nous puissions mutualiser, il faut que nous utilisions les concepts en lui donnant le contenu qui est partagé. Pour nous, la compétitivité agricole, ce n'est pas un concept purement économique. La compétitivité agricole de nos jours est devenue un concept bioéconomique. Pourquoi? Parce que pour compétir, il faut présenter une qualité sanitaire et une qualité phytosanitaire en conformité avec les besoins du marché. Donc la porte d'entrée, c'est véritablement la qualité sanitaire et phytosanitaire. C'est après cette barrière qu'entre en jeu la dimension économique. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration des politiques agricoles ici au Sénégal, nous définissons la compétitivité comme la capacité qu'on a pour identifier un marché, la capacité qu'on a de présenter un produit qui est acceptable du point de vue de la qualité sanitaire et phytosanitaire, mais aussi la capacité de céder une qualité commerciale au moindre coût. Ce qui veut dire que quand on parle aujourd'hui de productivité agricole, on n'est pas dans la productivité tout court. Il y a plus que cela, c'est la qualité. Et de plus en plus, on parle de qualité totale, qui est l'agrégation de la qualité sanitaire, de la qualité phytosanitaire et de la qualité organoleptique. C'est comme ça que le monde va construire une compétitivité durable. Donc il faudrait qu'on s'exclue peut-être de cela. Et je dois aussi dire que le fait de dire on produit plus ne veut pas dire qu'on va régler les problèmes. Souvent, et très souvent, la réduction des pertes post-récolte peut avoir un impact plus significatif que l'augmentation de la production. Il y a des recherches importantes qui ont été faites et qui démontrent que dans le cas précis du riz, où les pertes post-récolte varient entre 20 et 40%, si on réduit de moitié les pertes post-récolte, on peut diminuer de 10% les importations. Donc dans ce cas, au lieu de chercher à produire plus, peut-être qu'il faut chercher à protéger plus. Et ça, c'est un changement de paradigme qui doit nous pousser véritablement à nous lancer dans une approche chaîne de valeur et comprendre que quand on a une filière, on a des étages. Ces étages, c'est la production, c'est la transformation, c'est la distribution et la consommation. Et qu'à chaque étage, essayer de voir comment faire pour assurer une rentabilité. Donc je suis pour une approche non pas globaliste de la sécurité alimentaire, mais plutôt pour une approche globalisante où on considère que l'amont et l'aval se tiennent et que souvent, il ne faut pas produire plus, mais il faut protéger plus. Alors justement, on constate à vous écouter les uns et les autres que toutes les difficultés concrètes liées à la faiblesse des moyens de chaque exploitation individuelle, à chaque maillon de la chaîne de valeur. Et là, via l'idée du développement de réseaux agroalimentaires pour répondre à ces difficultés. Alors, l'objectif maintenant, c'est de recueillir un petit retour d'expérience, notamment de vous deux, mesdames, sur le rôle que le développement de réseaux agroalimentaires rentables peut avoir sur l'amélioration de la sécurité alimentaire en termes d'impact, de conditions de succès, de transposabilité dans différents pays ou différentes filières. Alors, Carole Robert, vous avez développé à travers votre première expérience en RDC un écosystème d'affaires original sur la filière des plantes à valeur ajoutée. Pourriez-vous nous expliciter les enseignements que vous en tirez et nous donner votre point de vue sur la transposabilité de tels modèles dans d'autres contextes? Avec joie. D'abord, je voudrais sensibiliser l'auditoire ici sur un marché qui est extrêmement lucratif et qui échappe à l'Afrique subsaharienne à toute fin pratique. Il s'agit du marché des plantes à valeur ajoutée, c'est-à-dire les plantes qui sont utilisées comme des ingrédients pour le secteur cosmétique, nutraceutique et biopharmaceutique. C'est un marché actuel de 83 milliards de dollars qui est en pleine croissance et il y a à peine 1% de 1% pour toute l'Afrique subsaharienne. À mon sens, c'est
plutôt que de dire que c'est un non-sens, on devrait plutôt parler d'une opportunité. Maintenant, ce marché a des barrières à l'entrée très précises qui, encore une fois, relèvent du contrôle de qualité. Et donc, pour adresser ce problème, on a créé d'abord 2 organisations. Une ONG qui forme ce qu'on appelle des écopreneurs à la culture Quality Control selon les bonnes pratiques de l'OMS, parce que les bonnes pratiques pour les plantes médicinales ont été développées par l'OMS. Et c'est un programme costaud, ça nous prend 2 ans pour les amener à une certification. D'autre part, par le volet PharmAfrican, on implante des infrastructures Quality Control pour la transformation, la première transformation de ces plantes à valeur ajoutée. Et récemment, on a bouclé la boucle finalement, en créant un 3e élément qu'on appelle BASS, Botanical Alliance for Sustainable Supply, et c'est un regroupement d'acheteurs internationaux qui ont fait l'engagement d'acheter des écopreneurs, de leur tendre la main et de participer à l'établissement de la filière des plantes à valeur ajoutée. Et ce qu'il y a de magnifique là-dedans, c'est que les transactions sont faites en direct, c'est-à-dire les acheteurs achètent directement des écopreneurs et ça ne peut pas être autrement parce que ce milieu de contrôle de qualité exige un tel contrôle sur la traçabilité qu'il ne peut pas y avoir des intermédiaires. La beauté de l'histoire, c'est que ça ne devient plus une chaîne où plusieurs intervenants sont là pour prendre leur pourcentage dans la transaction, mais il n'y a absolument aucun intermédiaire et on parle maintenant d'un écosystème et cet écosystème permet que les producteurs tirent la totalité de la valeur ajoutée, en plus que la transformation, elle est faite ici en Afrique, ce qui permet encore une fois d'avoir des emplois spécialisés, sophistiqués dans la transformation Quality Control. Donc, c'est la mise en place d'un écosystème. Qui pousse encore plus le principe du commerce équitable avec une réelle répartition des richesses au niveau des différents éléments de la chaîne de valeur, des différents maillons de la chaîne de valeur. Alors, autre retour d'expérience, Martine Normand, Sako, quels sont les enseignements que vous retirez de votre expérience d'appui à l'agrégation et à la mise en réseau des opérateurs d'une grande filière telle que la Fédération des boulangers du Sénégal, hein. Je pense que vous avez une belle expérience à nous raconter. C'est effectivement une très belle expérience. On regarde la Fédération des boulangeries, la Fédération nationale des boulangeries du Sénégal représente 800 petits commerçants. Et dans l'agroalimentaire, très souvent, on a des petites et des toutes petites entreprises pour qui les obstacles sont toujours de plus en plus difficiles à combattre. Alors, quand on se réunit, quand on vient ensemble, ça vient faciliter les choses. Alors, la Fédération des boulangers a 800 boulangers, comme je dis, et le pain au Sénégal, c'est quelque chose d'impressionnant, mais ça représente, selon nos informations, la deuxième dépense d'un foyer après le logis. Alors, le pain, c'est gros, le pain aussi, le prix du pain ici est fixé. Alors, quand on pense au pain, on pense au blé, et le blé n'est pas un produit local ici. Alors, il y en a un peu, mais on doit en exporter beaucoup. Alors, les boulangers se sont posé la question, comment est-ce qu'on pourrait être plus efficace? Et une façon à laquelle ils ont pensé, c'est d'inclure le mil dans la composition du pain. Le mil est une céréale locale. Si on est capable d'additionner le mil, on va réussir à avoir un produit beaucoup plus local. On va créer de l'emploi localement. On va avoir un pain de plus grande qualité. Mais encore, faut-il avoir une approche systématique pour le tester. Et c'est là que la Fédération est allée a travaillé avec la Banque mondiale qui, grâce au regroupement, a été capable de tester avec 50 boulangeries, 100 boulangeries, 150 boulangeries, s'assurer que c'était efficace et qu'on pouvait effectivement utiliser le mil. Alors, grâce à la Banque mondiale, on a été capable d'avoir de l'argent pour la recherche et le développement, pour avoir la bonne technologie, et ça a été un succès. Alors, grâce au réseautage, de toute évidence, c'est quelque chose qui aurait pu être fait. Puis ça, c'est un exemple spécifique, mais il y aurait le lobbying que la Fédération peut faire, le partage de connaissances, se regrouper pour faire des achats de façon plus efficace. Alors, il y a énormément de côtés positifs à se regrouper dans cette économie. Alors
On pourrait en citer d'autres, des expériences. Il y a celle de Panac, le temps nous est compté, donc on va pas demander à Moussa de nous parler de Panac, sinon il pourrait en parler pendant des heures. Il y a des expériences riches. Vous allez garder la parole, Martine, mais il y a bien entendu beaucoup d'autres expériences telles que celle-là, mais comment en développer encore davantage? Comment démultiplier les success stories en Afrique francophone notamment? Et pour ça, moi j'ai envie de vous poser la question, Martine, comment les grandes entreprises telles que celles qui sont présentes aujourd'hui sur ce forum peuvent-elles se positionner pour favoriser et financer l'émergence de réseaux agroalimentaires productifs? OK. Bien, premièrement, c'est une belle plateforme qu'on a pour faire une publicité pour attirer l'investissement. Parce que la première des choses, investir dans l'agroalimentaire, c'est vraiment un investissement. Selon les pronostics, en 2050, on devrait doubler la population de l'Afrique. Alors, ça ne sera plus seulement une question de pouvoir répondre à une petite demande. Il va y avoir de la demande et on va avoir besoin d'investissements massifs pour favoriser la croissance, pour créer de l'emploi, pour développer une richesse. Alors, les organisations qui investissent dans ça, ce n'est pas de la générosité, mais c'est vraiment une opportunité d'affaires de ce côté-là. Il y a un autre volet que je voudrais mentionner, c'est qu'il y a souvent des organisations qui viennent s'implanter ici et qui veulent apporter une composante de responsabilité sociale comme entreprise. Et qui vont dire, bien, comment, dans la communauté où je m'installe, je pourrais contribuer au bien-être de la communauté. Et là-dessus, j'ai juste une petite histoire canadienne d'une société minière canadienne qui s'est installée au Burkina Faso. Et dans leur cadre de responsabilité d'entreprise, ils ont voulu investir en éducation, ils ont voulu investir également en agriculture. Et dans l'agriculture, une culture dans laquelle on a eu un projet avec eux, c'était de développer des apiculteurs. Alors, une société minière se retrouve à aider des apiculteurs à faire du miel. Donc, ça permet la consommation du miel, la vente du miel. Et également, il est prouvé que lorsqu'on a des abeilles qui sont là pour polliniser, il y a beaucoup plus de fruits qui vont être disponibles. Et également, la qualité des fruits est supérieure. Alors, c'est une belle histoire où est-ce que on est compagnie minière et on se retrouve à aider la région où est-ce qu'on travaille à avoir une meilleure qualité de fruits puis en avoir dans une plus grande quantité. Alors, dans le groupe, je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent se trouver des projets très créatifs avec qui on serait content de travailler d'ailleurs. Voilà, elle est à votre disposition après cette séance. Moussa, toujours en termes de perspective, vous soulignez souvent la faiblesse des budgets publics consacrés à l'agriculture et le rôle que doit en conséquence avoir le secteur privé dans le développement des réseaux agroalimentaires. Moussa, comment, selon vous, rendre le secteur plus attractif pour les entrepreneurs et les investisseurs privés en Afrique francophone notamment? Merci, Monsine. Je pense qu'il faut rappeler les faibles budgets qui sont mis dans la culture dans les pays africains. Savez-vous qu'aux États-Unis, on subventionne pour $1 milliard par jour, $1 milliard par jour leur agriculture. Les pays de l'OCDE, c'est environ 350 milliards de dollars par an. Vous voyez? Donc, la quantité d'argent qui est mis dans la culture, pourquoi? Parce que la culture est un secteur vital. Il est plus important que n'importe quel autre secteur. Il vient avant la santé, avant l'éducation, avant tout. Sans la culture, rien n'est possible. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu subventionner pour pas que les jeunes agriculteurs quittent la campagne pour aller dans les secteurs comme l'informatique, l'automobile qui sont encore plus rentables. Voilà pourquoi on subventionne l'agriculture. À Maputo, les chefs d'État africains avaient demandé à mettre 10% de leur budget dans l'agriculture. Bon, certains ont fait 10%, certains n'ont pas encore toujours fait 10%. Mais ce qui était important qu'il fallait faire à Maputo, c'était de demander au secteur privé de venir. Parce que le secteur privé va investir dans l'agriculture. Le secteur privé va apporter de la connaissance dans l'agriculture, mais il faut de la place. Il faut de la place parce que, je le dis, parce que simplement l'État occupe toute la place.
je suis devant le ministre de la Culture, hein, il sait de quoi je parle. Hein. Profitez-en. Il est en train de faire un excellent travail pour le Sénégal. Mais il faudrait que l'État puisse laisser la place au secteur public. Parce que simplement, l'État ne sait pas cultiver. L'État ne sait pas produire des semences. L'État ne sait pas vendre, etc. Donc l'État, c'est un facilitateur, c'est un organisateur. Hein. Nous avons besoin que l'État nous organise cela. Alors, dans cela, il est important de mettre l'accent sur un point sensible. Si aujourd'hui on posait la question de savoir quelle est l'action, le secteur sur lequel il faut appuyer pour en tout cas faire vite dans le domaine de la culture en Afrique, c'est l'irrigation. L'irrigation. L'Afrique irrigue seulement 13 millions d'hectares, alors que l'Asie irrigue 260 millions d'hectares. Vous voyez? Alors que notre système d'irrigation, c'est-à-dire nos superficies irriguées, ont été plafonnées à 45 millions d'hectares. Quand on a refait les calculs, l'Afrique a un potentiel d'irrigation de 300 millions d'hectares. Imaginez-vous seulement que l'Afrique irrigue 50 millions d'hectares. Nous avons réglé au moins plus de 650 millions de tonnes de produits alimentaires. Donc, on a rattrapé notre gap. Savez-vous pourquoi l'irrigation est importante? Parce que chaque superficie que vous irriguez, vous gagnez 3 fois de rendement. Premièrement. Deuxièmement et dernièrement, dans les années à venir, d'ici 2025, 80% de ce qu'on va manger proviendra des superficies irriguées. Donc l'Afrique doit irriguer, irriguer, irriguer. D'accord. Merci Moussa. Alors, l'irrigation par le privé, avec un État facilitateur, vous lancez la balle, on profite de la présence du ministre de l'Agriculture sur place. Oui, Moussa. Je voudrais seulement ajouter une chose. Quand je dis irriguer, notre ministre de la Culture a mis en place un véritable programme d'irrigation au Sénégal. Je pense que je m'adresse à lui quand, par exemple, on lance ces encouragements. Merci. Monsieur le ministre, justement, comment cohabite le secteur privé avec le secteur public dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, l'agro-business de manière générale? Et comment vous réagissez aux propos de Moussa sur la relation publique-privée? Bon. Je voudrais tout d'abord préciser que du point de vue des politiques agricoles, il y a eu beaucoup d'évolutions. Nous avons connu l'économie rurale administrée et de plus en plus, aujourd'hui, on opte pour une économie rurale qui est à la fois libéralisée et co-gérée par l'ensemble des parties prenantes du développement rural. Cela veut dire de façon explicite que le rôle de l'État, c'est précisément d'assainir l'environnement de la production et de la commercialisation. Parce que dans une économie rurale qui est libéralisée, l'État ne produit pas, l'État ne vend pas, l'État n'achète pas, l'État ne fixe pas les prix. Mais l'État est un acteur parmi tant d'autres. Mais dans le cadre de la construction de ce développement rural, en plus du secteur privé, on a aussi besoin d'autres acteurs. Il faut que nous ayons des exploitations familiales qui sont modernisées. Il faut que nous ayons des organisations professionnelles et interprofessionnelles qui sont bien formées, bien informées et qui sont aussi dans une dynamique de progrès, c'est-à-dire en quête de compétitivité, de diversification et de durabilité. On a aussi besoin d'une société civile non marginalisée. Non marginalisée parce que partie prenante du dispositif de réflexion et d'action. Tout ceci pour dire que dans le cadre de la construction d'une agriculture forte, ici comme ailleurs, on ne peut pas uniquement parler du secteur privé. L'adage dit qu'il faut de tout pour faire un monde, mais il faut aussi de tout pour faire une agriculture. Et on ne peut pas ne pas considérer les exploitations familiales et leurs organisations. Alors, après cela, après cette digression, Moussa, mon frère et ami, a parlé tout de suite de « il faut qu'on cède la place, il faut que les gens puissent investir ». La terre est un enjeu important. Sur toute la planète, les sols se dégradent. Les statistiques nous apprennent qu'en 1960, un habitant de la planète disposait d'à peu près 0,45 hectares pour se nourrir. Aujourd'hui, on est à moins de 0,3 hectares. Ce qui veut dire qu'il y a une dégradation qui s'opère. Donc, de plus en plus, on considère que la terre tend à devenir le pétrole de notre époque. Et aucun pays ne va vendre ses puits de pétrole. C'est dire donc qu'en Afrique, nous sommes obligés
de protéger nos terres. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'ouvrir à l'investissement privé. Mais il faut qu'on marque une différence de fond entre ce qu'on pourrait appeler la sécurisation de l'investissement privé et le transfert définitif de propriété. Le transfert définitif de propriété peut être synonyme d'accaparement des terres. Dans ce cas, nous allons tous nous replier en ville et laisser nos terres fertiles à d'autres. Si aujourd'hui, on considère que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde en riz, je dis bien que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde en riz, c'est précisément parce que nous avons suffisamment de terres en Afrique. Or, en Asie, il y a de moins en moins de terres, il y a de moins en moins d'eau, et que la courbe de production est en train de se déplacer en Afrique. Auquel cas, c'est l'Afrique qui devra être le réservoir qui doit nourrir effectivement le monde. Tout ceci à cause de la terre. C'est pourquoi nous, ici, au niveau du Sénégal, nous avons une commission chargée de réfléchir sur les réformes foncières, mais nous ne sommes pas dans une dynamique qui va favoriser l'accaparement des terres. Pour conclure, je voudrais simplement dire que on va encore parler de sécurité alimentaire si on n'aura pas suffisamment compris que ce qu'il faut peut-être aujourd'hui, à ce monde-là, c'est que les déséquilibres créés effectivement par certaines grandes puissances, qu'on puisse revenir plus ou moins à la normale. Il a parlé tout de suite de subventions. Aux États-Unis, on n'a que 11 000 producteurs de riz. Chaque producteur de riz reçoit 50 millions, l'équivalent de 50 millions de francs CFA par an. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés en ce qui concerne le marché rizicole dans nos pays, simplement parce qu'il y a un dumping qui est en train de s'opérer. Donc l'inégalité du point de vue des échanges aussi au niveau international peut être handicapant pour le développement des agricultures du Sud. Donc c'est pourquoi les pays du Sud doivent d'une seule voix essayer de soutenir leur agriculture et bien la soutenir parce qu'en réalité, la meilleure garantie, c'est produire et consommer véritablement ce qu'on produit. Merci, merci Monsieur le Ministre. En profiter pour prendre une question ou deux dans la salle. Madame, on a 2 minutes pour prendre deux questions. S'il vous plaît, à droite ici. Merci. Je suis Massogbé Touré Diabaté, PDG de la société CITA SA. Je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, mon intervention, c'est juste une contribution. Revenir sur le problème d'irrigation. L'irrigation est fondamentale et je voudrais qu'on puisse ajouter sur la charte de ce panel, sur les résolutions de ce panel, la maîtrise de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Asie pratiquement qui nourrit l'Afrique en matière de riz. Et nous ne pouvons pas avoir cette autosuffisance en riz sans la maîtrise de l'eau. Or, selon les experts, d'ici très peu, je n'ose pas m'avancer dans les dates, l'Asie aujourd'hui qui nourrit l'Afrique serait elle-même importatrice de riz. Et si si ce moment arrive, l'Afrique aura des problèmes, pendant que nous avons la possibilité de pouvoir nourrir le monde. Donc, pour ce qui concerne l'irrigation, il est important que l'Afrique puisse avoir une bonne politique d'irrigation sur le plan national. Et je voudrais faire un clin d'œil au ministre de l'Agriculture du Sénégal. Vous avez parlé tout à l'heure des titres fonciers, de la propriété foncière. C'était juste pour vous rappeler que les femmes en Afrique détiennent presque 1% des titres de propriété foncière. Merci, merci beaucoup pour votre contribution. On va donner la parole à un jeune derrière. Bonjour, je me présente M. Ndiaye, directeur général ferme de Taïba. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voudrais plus parler au ministre de l'Agriculture que nous, jeunes, nous avons un réel problème d'insertion dans l'agriculture
juste parce que nous n'avons pas assez de garanties à proposer aux banques et aux structures financières ici présentes au Sénégal pour le développement de notre activité. Et en entendant l'appel du président Macky Sall et de son Premier ministre, nous avons opté un retour à la terre. Mais les structures financières nous bloquent juste parce que nous n'avons pas de garantie. Juste pour terminer, monsieur, vous veuillez dire au président que nous avons entendu son appel et que nous sommes prêts à travailler. Merci, merci. Vous voulez réagir à cette question, monsieur le ministre? Bon, d'abord là, je vois que le ministre a beaucoup de succès. Toutes les questions me sont décidées, mais on va essayer de répondre. D'abord, la première intervenante parlant de l'Asie. Là, je vous dites dans un proche avenir, non. Les recherches disent que l'Asie va être un continent importateur net de riz à partir de 2020. À partir de 2020. C'est pourquoi, dans tous les pays, on vise l'autosuffisance alimentaire. Vous êtes ivoirienne, les Ivoiriens veulent être autosuffisants en 2016 en produisant 1 900 000 tonnes de riz blanc et à partir de 2020, produire 2 100 000 tonnes de riz blanc et commencer à exporter du riz. C'est-à-dire donc que les pays africains sont dans une dynamique de prise en charge effective de leur riziculture. Ici, au Sénégal, nous voulons être autosuffisants en 2017 en produisant 1 600 000 tonnes de paddy, soit l'équivalent de 1 80 000 tonnes de riz blanc. Nous croyons en Dieu et en nous-mêmes et nous pensons que nous allons célébrer en 2017 l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Maintenant, pour le financement de ce jeune. Financement de ce jeune, bon, je crois qu'il y a des initiatives qui sont prises par le gouvernement du Sénégal à travers l'ANIDA, qui est l'Agence nationale d'insertion des jeunes, et à travers aussi les domaines agricoles communautaires. Ce qui est difficile, c'est de créer les conditions pour un exode urbain, pour que les jeunes puissent quitter les villes pour aller en campagne. Des expériences à travers l'ANIDA ont montré qu'avec les domaines, les fermes agricoles, un exploitant dispose de 0,4 hectares et peut obtenir des revenus de l'ordre de 864 000 francs qui peuvent varier jusqu'à 1 200 000. Dans ces conditions, un jeune peut effectivement quitter la ville pour aller en milieu rural. Donc, le préalable de l'exode urbain, c'est la génération de revenus conséquents et stables. Et nous l'avons testé dans le cadre de l'ANIDA. Cela veut dire que c'est possible. Maintenant, comment mettre en œuvre? Le crédit est un problème important. Vous l'avez souligné. Il y a des réflexions très avancées qui sont aujourd'hui engagées au niveau du gouvernement. Il y a des fonds qui existent. Peut-être que ces fonds devraient être beaucoup plus visibles et assouplir les conditions d'accès au crédit pour que des jeunes comme vous puissent véritablement accéder à la terre. Mais en tout cas, en plus de l'aspect crédit, il est établi qu'un peu partout en Afrique, il y a des problèmes pour les jeunes pour ce qui est de l'accès à la terre et des problèmes aussi pour les femmes pour ce qui est de l'accès à la terre. Et je crois que c'est en réglant toutes ces questions qu'on arrivera à nous situer dans une dynamique de progrès continu pour transformer positivement et durablement l'agriculture d'ici et d'ailleurs et que les Africains nourrissent les Africains. Voilà. Merci, monsieur le ministre. On a deux questions. Une première ici et ensuite le micro, s'il vous plaît, pour le monsieur qui est juste devant. Merci, monsieur le modérateur. Donc, moi, je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs de ce forum, surtout la société qui a été à l'origine de tout ça. Maintenant, ce que je voudrais poser comme question, c'est en direction du ministre de l'Agriculture, qui est un technicien hors pair, tout le monde le sait. Il travaille bien, il a fait ses preuves. Mais oui, vous pouvez l'applaudir. ce qu'il faut. Lui, de son côté, il travaille, il fait tout pour développer l'agriculture. Mais il faut qu'il parte avec le ministère du Commerce pour qu'il soit une équipe, afin qu'on ait
au moins un mécanisme qui nous permet d'avancer. Il faut produire, mais il faut vendre. Il faut, comme l'a si bien dit M. Seck tout à l'heure, c'est une question de chaîne de valeur. Chacun doit, tous ces gens-là, tous ces gens qui tournent autour, doivent se retrouver chacun sur son point, là où il sait faire le mieux. Nous sommes des opérateurs, nous sommes des commerçants, on sait comment faire pour commercialiser et faire la promotion. Mais il y a les agriculteurs, eux aussi, et il y a les riziers. Maintenant, il faut les organiser pour que chacun... Donc les maillons de la chaîne communiquent les uns avec les autres. Pour que ça on va l'interpeller, voilà. On va les interpeller. Il faut absolument ça. Voilà. Merci monsieur. Monsieur? Oui, je suis Jean-Baptiste Ativi, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et dans ma vie antérieure, je suis dans l'agro-business. Donc, je fais tout ce qui est produit carné, tout ce qui est produit halieutique. Depuis 10 ans, nous sommes producteurs d'œufs et de viande congelée made in Bénin. Nous produisons 180 000 œufs par jour pour la distribution locale, avec destination finale à terme sur 200 millions de consommateurs, qui est le marché nigérien. Alors, le ministre l'a dit, d'autres l'ont dit, à savoir, le monde entier subventionne fortement l'agriculture. Les Américains en tête, les pays de l'OCDE en tête. Mais et cette Afrique? Comment on finance son agriculture? À des taux d'intérêt à 2 chiffres. Mais vous ne pouvez pas faire le développement de l'agriculture, ce n'est pas possible. Regardez le système mondial du financement. Regardez le système mondial du financement. Mais quel type d'agriculture nous finançons? D'abord, quand vous voyez la genèse même du monde, on crée, on produit pour se nourrir d'abord. Est-ce que l'Afrique produit pour se nourrir? Elle produit pour nourrir les autres, au besoin. Okay? Elle produit ce qu'elle ne consomme pas et elle importe ce qu'elle ne produit pas. Là, vous nous relancez pour un autre panel. Là, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Je voudrais juste demander au ministre quels sont les efforts que nos gouvernants font aujourd'hui pour que l'accès au crédit, au financement de l'agriculture en Afrique soit un accès facile et très approprié, à savoir, nous ne voulons plus des taux d'intérêt à 2 chiffres. Merci. Je vous remercie. Merci. Donc, 2 questions. Une sur le lien entre les maillons de la chaîne de valeur, à savoir la production et la distribution et la commercialisation, et l'autre sur le financement, cette fois-ci, de l'agriculture industrielle, on va dire à échelle industrielle, et de la grande agriculture. Monsieur le ministre, puisque c'est vous qui êtes interpellé. Merci. Bon, Très rapidement, en 30 secondes. Oui, je remercie d'abord mon ami qui vient d'intervenir tout de suite, qui est très connu dans le secteur du riz, Moustapha Tall, que tout le monde connaît. Vous avez tout à fait raison. Les problèmes de commercialisation sont des problèmes extrêmement épineux. Et que même si on arrive à avoir une offre qui est suffisante en quantité, qui est satisfaisante en qualité, ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour bien approvisionner les uns et les autres. Il faut une bonne commercialisation. Et sous ce rapport, travailler en tandem avec le ministère du Commerce est une exigence et nous travaillons aujourd'hui avec le ministère du Commerce. Vous vous occupez du riz, vous savez qu'aujourd'hui, la Thaïlande, qui a stocké de 2011 à 2014, est en train de déstocker. Vous savez aussi que l'Inde, qui depuis la crise de 2008 stockait, est en train de sortir, de déstocker. Alors, ces effets combinés font aujourd'hui que les riziculteurs d'Afrique n'arrivent plus à vendre le riz. Donc, tout ce que vous entendez comme problème de riz dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est lié à ces 2 phénomènes de déstockage. Donc, il est important qu'on trouve des mécanismes permettant effectivement de protéger la production nationale afin que nous puissions avoir des prix rémunérateurs et un riz accessible à tous. Donc, je suis totalement en phase avec vous. Maintenant, on m'a beaucoup interpellé sur le crédit. Moi, je ne suis pas un spécialiste du crédit. Dommage que mon collègue ministre de l'économie et des finances ne soit pas là pour donner de plus amples détails. Mais je pourrais dire que le crédit est aussi un intrant stratégique pour développer une agriculture. Et que des recherches ont montré que les agriculteurs qui bénéficient d'un crédit ont un différentiel positif de productivité de plus 12% par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc, l'accès au crédit permet effectivement d'augmenter la productivité. Simplement parce que toute technologie a un coût
Et pour supporter ce coût, il faut bien avoir de quoi le supporter. Donc, le crédit, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'il n'y ait pas des taux de crédit à 2 chiffres? Sur le plan technique, je ne peux pas vous répondre. Je préfère parler de choses sûres. Je sais qu'il y a tout un ensemble de mécanismes avec la Banque centrale, les crédits sont encadrés, etc. Puisque je ne parle que de choses que je maîtrise, je vous dirais que j'ai pris bonne note. Le crédit, c'est quelque chose de fondamental et il faut le crédit le plus bas possible pour doper la productivité et améliorer la qualité, donc être dans une dynamique de compétitivité. Mais comment le faire? Il existe au Sénégal des personnes plus compétentes que moi pour vous répondre avec précision, puisque vous êtes au Sénégal. Vous aurez l'occasion peut-être d'en échanger avec le ministre de l'économie et des finances ou un de nos spécialistes. Ici, dans le gouvernement, chacun parle de choses qu'il maîtrise. Merci. Pour l'agriculture, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et je crois que c'était une conclusion à laquelle moi, personnellement, je ne m'attendais pas. Mais effectivement, considérer que le financement est un intrant agricole, je crois que c'est quelque chose qu'on peut rajouter aujourd'hui à la liste des intrants agricoles. Mesdames et Messieurs, je vous remercie et merci pour votre écoute.